Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est Christophe Girard, l'adjoint au maire de Paris en charge de la culture. Le livre devrait presque être remboursé par la sécurité sociale éventuellement. Elle n'a pas besoin de ça, malheureusement, mais pourquoi pas? Oui, mais je pense qu'il y a moins d'effets secondaires et je pense que le livre fait un bien fou. Je vous avoue que depuis quelques temps déjà, j'avais très envie d'inviter une personnalité politique à participer à ce podcast. Oui, mais qui? À tort ou à raison, j'ai souvent l'impression que les gens qui nous gouvernent se servent de la culture et de la littérature en particulier pour s'acheter une épaisseur romanesque qui deviendrait presque embarrassante une fois qu'ils sont élus. J'ai également tendance à me méfier de ces anciens dirigeants politiques qui publient leurs souvenirs forcément choisis afin de s'octroyer un peu de présence médiatique. Je ne pense à personne en particulier, je vous le promets. Christophe Girard, c'est une toute autre histoire. C'est un élu qui, avant de faire de la politique, chez les Verts puis au Parti socialiste, a connu le monde de l'entreprise à travers ses fonctions de haut dirigeant au sein de la maison Saint-Laurent et du groupe LVMH. Passionné d'art sous toutes ses formes, ce diplômé de littérature japonaise a également écrit 4 livres, dont Père comme les autres, qui racontaient son parcours de militant et de père homosexuel. C'est dans son bureau d'adjoint, à l'hôtel de ville de Paris, que je suis allé le rencontrer pour parler des livres qu'il aime, de la place de la littérature dans nos quotidiens hyper connectés et de la place que la culture pourrait occuper ou pas dans la prochaine campagne municipale. Bonjour Christophe Girard. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Merci de m'accueillir pour ce podcast. Les gens qui lisent sont plus heureux. Alors, c'est l'exception. Jusqu'ici, j'ai beaucoup interviewé d'écrivains, des personnalités de la culture, des artistes, des gens des confrères aussi qui aiment parler des livres. Mais vous êtes le premier homme politique que je reçois. Alors, on va en parler. Hein. On va parler de votre rapport à la culture, aux livres. Mais d'abord, il faut dire que vous me recevez à la mairie de Paris, dans votre bureau, et qu'il y a plein de livres partout. Vous faites un peu de rangement quand même, Christophe, non? Alors non seulement je range, mais chaque année, en fin d'année, j'organise à l'étage de grands tréteaux sur lesquels je pose beaucoup de livres que j'ai en double ou des livres que j'ai déjà lus, de manière à ce que les livres circulent. Ça fait plaisir à celles et ceux qui aiment les livres et pour lesquels le livre est quand même cher. Je parle des livres d'art en particulier, les catalogues d'exposition, mais ça peut être aussi un roman, un livre d'histoire, des poèmes. Donc j'aime que les livres circulent. Et quand j'étais maire du 4e arrondissement, à la mairie, j'avais installé des boîtes où les gens venaient déposer et retirer des livres, qui est quelque chose qui se développe partout dans le monde, hein, parfois dans les gares maintenant, dans les aéroports. Et je trouve que c'est très bien que le livre soit un objet qui disparaisse et qui circule. Alors, les livres qui sont ici sont des livres que je reçois, sont des livres que je ne lis pas tous, mais pour lesquels j'ai beaucoup d'attachement. J'ai beaucoup de mal à me séparer des livres. D'ailleurs, de chaque côté de mon lit, alors j'ai pas de lit ici, mais chez moi. Vous ne dormez pas à la mairie encore? Je ne dors pas à l'hôtel de ville, j'en sors tard, j'arrive tôt, mais je ne dors pas sur place. Chez moi, de chaque côté de mon lit, j'ai des piles de livres. Et j'ai une légère névrose, je l'avoue, qui est de lire plusieurs livres en même temps. Ah, c'est terrible. Je suis pareil. Je comprends ce que vous vivez. Nous sommes jumeaux. Voilà, je comprends ce que vous vivez, Christophe. Alors, j'aime ça parce que parfois, je commence un livre et je n'accroche pas tellement, je m'endors. Et puis, je n'ai pas envie de dormir néanmoins, donc je vais commencer un autre livre que j'ai reçu. Je lis régulièrement, par exemple, toute l'œuvre d'Annie Ernaux, parce qu'il y a parfois des nouvelles assez courtes, et puis c'est comme Balzac, on peut y retourner tout le temps. Donc ça fait partie de mes livres de chevet. L'œuvre de la comédie humaine et Annie Ernaux. Un homme et une femme de chaque côté de mon lit. Et puis, il y a les livres que je reçois, les livres que j'achète. J'achète beaucoup de livres. D'ailleurs, je conseille souvent aux écrivains, aux écrivaines, de ne pas envoyer les livres dédicacés, mais de nous encourager à les acheter. Je dis souvent également
à une personne que je croiserais ou qui viendrait me voir parce qu'elle est déprimée, plutôt que d'entrer dans une pharmacie, d'aller d'abord dans une librairie. Parce que moi, je le vis régulièrement, comme d'entrer dans un musée pour ne voir qu'un tableau. Si on est un peu mélancolique ou un peu déprimé, qu'on a le bourdon, d'entrer dans une librairie, d'abord les livres, c'est beau, c'est vivant. Je vais souvent chez Michel Ignazi, rue de Jouy. Je vais également au Cahier de Colette, rue Rambuteau. Mais je vais également, évidemment, dans le 18e, chez Marie-Rose, où là aussi je trouve des livres extraordinaires. Donc c'est vraiment une destination pour moi de bien-être, de bonne humeur et de bonheur. Donc la question ne se pose même pas. Souvent, à chaque numéro, je demande à mes invités s'ils sont d'accord avec le titre du podcast, s'ils pensent que les gens qui lisent sont plus heureux. Pour vous, c'est une évidence. Je pense que le livre devrait presque être remboursé par la sécurité sociale éventuellement. Elle n'a pas besoin de ça, malheureusement, mais pourquoi pas, Oui, mais je pense qu'il y a moins d'effets secondaires et je pense que le livre fait un bien fou. Donc, évidemment, c'est une ironie de dire qu'il serait bien d'envisager le remboursement par la sécurité sociale, mais franchement, l'effet d'un livre est plus efficace qu'un médicament. Bien souvent. Bien souvent. Alors, on se demande toujours si les hommes politiques n'ont pas un rapport un peu ambigu avec la culture. Moi, j'ai l'impression qu'un homme politique en campagne, il aime beaucoup dire qu'il aime lire des livres, qu'il aime la culture, qu'il aime les acteurs de la culture. Et puis souvent, une fois qu'on est au pouvoir, on en parle moins. Alors vous êtes adjoint à la culture à la mairie de Paris. C'est votre boulot. Mais... Je suis né au milieu des livres, je suis né dans une famille où on lisait beaucoup. Ma mère, quand même, a eu une influence très grande sur mon rapport aux livres, puisque dès l'âge de 12-13 ans, il y a 3 livres qu'elle m'a donnés. La religieuse de Diderot, en me disant de le lire, que c'était un livre fascinant. L'idiot de Dostoïevski. Et puis, elle m'a encouragé à lire Balzac, comme par exemple Lys dans la vallée, ou Eugénie Grandet. Donc, elle voulait incontestablement que ses enfants découvrent la lecture très tôt. Alors, nous avions des livres partout, dans la maison, dans le salon, dans les chambres. On offrait beaucoup de livres à Noël et aux anniversaires. On recevait beaucoup de livres. Il y avait le piano aussi, le piano de Miqueux qui était là, le Steinway. Donc, entre les livres et le piano, c'était une ambiance normale. Et d'ailleurs, dans la maison de famille que j'ai en Anjou, j'ai reproduit la présence de nombreuses bibliothèques dans quasiment toutes les pièces. Je trouve assez beau de lire dans une cuisine. Quand quelqu'un fait la cuisine et qu'éventuellement discute de sa sauce hollandaise ou du beurre blanc, du brochet au beurre blanc, et puis qu'en même temps regarde un livre de recettes, ou bien dit tiens, dans Balzac, dans tel livre, je me souviens qu'on raconte telle recette ou tel plat. Donc vous, ça fait partie de votre vie, vous faites pas semblant d'aimer les livres, j'ai bien compris. Est-ce que malgré tout, une fois qu'on est dans la politique, la culture et le livre en particulier, ça reste quelque chose de vraiment valorisé? Est-ce que entre responsables, on parle des livres? Est-ce que la culture, je reviens un peu à ma question de tout à l'heure, c'est pas quelque chose un peu cosmétique pour les politiques? Pour celles et ceux pour qui ce serait cosmétique ou anecdotique ou une cerise sur le gâteau, ils n'ont pas compris ce qu'est la France. Nous sommes un pays d'écrivains, un pays d'artistes. Vous enlevez les écrivains, vous enlevez l'Académie française, vous enlevez les prix littéraires. Là, je viens de recevoir, avec une jolie dédicace, Encre sympathique de Patrick Modiano, que je vais prendre dans l'avion avec moi tout à l'heure. C'est un plaisir de recevoir un livre, l'émotion d'ouvrir l'enveloppe, l'écriture manuscrite sur l'enveloppe. Je l'ai gardée, je vous la montre. Regardez. Pour Monsieur Christophe Girard, soulier d'un trait de la part de Patrick Modiano. Rien que ça, c'est beau, je pourrais l'encadrer. C'est vrai. Et puis, j'ai lancé cette opération qui a bien marché pour la première édition, qui s'appelle Paris s'écrit. Parce que j'aime bien qu'on retrouve le chemin de l'écriture manuscrite. Moi, je fais des mots pour remercier à la suite d'un dîner, pour féliciter d'une exposition, le commissaire
ou l'artiste s'il est vivant, après une pièce de théâtre, si j'ai aimé. Je sais pas, je trouve que l'écriture, c'est permanent. Moi, je me fais des pense-bêtes. J'ai beaucoup de post-it autour de moi, mais je les fais à la main. Alors, c'est vrai qu'on peut s'envoyer un SMS ou un mail en mémoire, mais quand même, rien ne remplace le geste de l'écriture manuscrite. Et d'ailleurs, sur le plus jeune de mes fils, la plus grande des victoires, c'est pour qu'il décroche de son iPhone, et il est très doué en application, c'est de lui apporter un livre dont il rêvait ou qu'il veut découvrir. Là, il pose l'iPhone, et là, on ne le décroche plus de son livre ou de sa bande dessinée. Donc ça montre bien que le livre a une puissance supérieure sur l'écran, c'est que chaque livre est unique. Chaque livre est un objet unique. Son graphisme, sa couleur, son poids, le nombre de pages, le thème, le titre, c'est comme un parfum un peu, un livre. Il y a le flacon, il y a le nom, et il y a l'odeur. Là, il y a l'odeur du texte, il y a l'odeur des pages. Est-ce que les Parisiens, ils ont vraiment le temps de lire? Ils sont tellement sollicités. Alors, il y a déjà la culture à Paris, elle est partout, on peut faire plein de choses, mais avec le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, avec les transports, c'est un choix. C'est un choix de vie. Soit vous passez votre temps à être beaucoup dans la rapidité des tweets. Je suis moi-même un tweetos vous avez assez un compte, j'ai un compte, je suis très actif. Présent, J'aime parler des livres d'ailleurs sur mon compte, mais je pense qu'il faut gérer son temps. Et dans le temps personnel, il faut mettre une place pour le livre et pour la presse écrite. C'est très important pour moi. Alors, bien évidemment, les jours n'ont qu'un nombre d'heures connues. On travaille beaucoup. Il y a également les déplacements. Mais lire dans un bus ou dans le métro ou dans le train ou dans un avion un livre, c'est à la portée de tout le monde. On peut regarder un film également avec des écouteurs. Mais je pense que c'est une question de choix. On peut lire des livres très courts. Là, je recommande un petit chef-d'œuvre. Thérèse philosophe de Boyer d'Argens, qui est un livre incroyable, très court, et que Guillaume Pijard de Gurbert, ce jeune philosophe aussi assez remarquable, a remis au goût du jour. Ça fait partie de ces petits chefs-d'œuvre. Il y a aussi des livres très courts, il y a des pamphlets de Victor Hugo. On a le temps de lire 50 ou 70 pages. On a le temps. C'est pas insurmontable, c'est vrai. Non. Et puis, c'est une question de choix. Et je trouve que le livre, c'est apaisant. Regardez le nombre de bibliothèques, le nombre de médiathèques que nous avons ouvertes et créées à Paris, qui était une tradition depuis tous les maires existants de Paris, d'ouvrir de nouvelles bibliothèques. Moi, je suis fier que l'on ait ouvert, en effet, Marguerite Duras dans le 20e, Marguerite Yourcenar dans le 15e. Mais je pense également, par exemple, d'avoir eu l'idée et l'audace de proposer au 11e arrondissement d'avoir une petite place Mireille Havet, écrivaine plus délicate, moins connue. Monique Wittig doit avoir sa place dans Paris également. Donc le champ est immense. Là, je suis plongé dans le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale, qui est quand même un pavé. C'est un pavé, c'est quelque chose. Ouais. Mais c'est magnifique ce qu'il a fait. Magnifique. C'est là où le mot, l'adjectif égoïste, peut-être, est le plus généreux qui soit, sous la main de Charles Dantzig. Est-ce que les Parisiens apprécient vraiment toutes ces librairies, toutes les choses l'accès qu'on peut avoir à la culture? D'abord, est-ce qu'ils ont vraiment conscience de tout ce qui existe pour pouvoir lire et gratuitement en plus? Alors, c'est souvent acquis, le fait d'avoir le plus grand nombre d'écrans de cinéma dans notre ville, première ville cinéphile au monde, d'avoir un nombre de bibliothèques publiques absolument inégalé. Il y en a plus de 70. Ça, c'est unique. Alors, on est habitué, mais c'est une bonne habitude en même temps. Et je trouve que nos bibliothèques, le bureau des livres de la direction des affaires culturelles,
fait aussi un travail formidable. Chaque nomination d'une nouvelle directrice, d'un nouveau directeur d'une bibliothèque est pour moi un moment très important de rencontre, de visite et de félicitations. Et d'ailleurs, j'avais lancé ce concours qui marche très bien. Lorsque les bibliothèques portent un nom de lieu qui n'est pas un nom d'écrivain ou d'écrivaine, puisqu'on peut dire les deux, je leur propose avec les usagers, les lecteurs, les lectrices et l'équipe de la bibliothèque de choisir un nom. Lorsque j'étais maire du 4e arrondissement, de 2012 à fin 2017, j'avais dénommé la bibliothèque Baudoyer, donc de la place Baudoyer dans le 4e arrondissement, bibliothèque Arthur Rimbaud. Et ça, c'était à la fois en liaison avec Patti Smith, Nuit blanche à Charleville-Mézières, et Rimbaud en général, et le Marais à Paris. Donc ce sont de belles liaisons. Mais il faut faire les choses avec subtilité, puis il faut décider. Il ne faut pas hésiter à mettre et promouvoir les écrivains partout. Partout où c'est possible. Parce que derrière, ce sont des enfants, une nouvelle génération qui verra en passant devant la bibliothèque, bien qu'elle s'appelle Bibliothèque Marguerite Duras, qui est Marguerite Duras. S'interroger. Pour l'anniversaire de la mort de Michel Foucault, j'avais mis son grand portrait sur la mairie du 4e, et des collégiens ou des élèves de Charlemagne et de Sophie Germain ou de Couperin passaient et disaient « Oh, ça doit être la photo du maire, ça, parce qu'il est chauve, mais il n'a pas de lunettes. » Et du coup, ça a permis d'interroger, de savoir qui était Michel Foucault. Bien sûr. Voilà, donc l'écrivain, le livre, l'écrit, c'est une... comment dire ? C'est une mine d'or. C'est un lien social. J'aime pas beaucoup utiliser ce mot à tout bout de champ, parce que l'écrivain n'a pas vocation, comme l'artiste, à être un travailleur social. Mais de fait, le livre, l'œuvre, relie les gens, réunit. C'est bien les débats. Moi, j'adore, par exemple, les exercices de signature de livres. Ça, c'est un moment merveilleux. Vous expliquez votre livre, vous êtes obligé de sortir de votre timidité, parce que quand on a écrit un livre, on a accompli le geste de l'écriture et de la création, et franchement, on n'a pas tellement envie forcément d'en parler. D'ailleurs, j'ai commencé Se taire, le dernier livre de Mazarine Pinjot. Et il est intéressant sur la parole, sur le secret, sur elle-même. Et c'est un livre que je recommande vivant. Est-ce qu'on a le temps d'écrire vraiment quand on fait de la politique ? Franchement, parfois on se demande comment il a fait. Oui, vous avez tous vos livres. Non, j'en ai mis deux. Parce qu'il y en a 5. 5 près de vous. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'écrire quand on fait de la politique, quand on a un mandat ? Alors, quand on a un mandat, si on évite les mondanités, tout ce qui est inutile, les bavardages inutiles, et que l'on s'en consacre à son mandat sérieusement, en obligeant les réunions à ne durer qu'une demi-heure, voire 1 heure et pas plus. Oui. Ne pas se taper des déjeuners ou des dîners interminables qui ne servent à rien. Vous êtes assis à côté de personnes que vous ne reverrez jamais. C'est beaucoup de temps gagné. Et puis, vous avez les trains, vous avez les avions, qui sont pour moi les meilleurs endroits pour écrire. Moi, je tiens un journal depuis très longtemps. D'accord. Et d'ailleurs, en 2022, je pense, ou 2023, sortira chez Robert Laffont mon journal d'élu. Oui. Et c'est Jean-Luc Barré, mon éditeur. C'est avec lui que j'ai travaillé. C'est lui qui m'a convaincu de faire ce livre. J'en ai écrit à peu près la moitié, sur les 500 pages, ou 400 et quelques, et 400 et quelques. Oui, jusque 400, 100 et à un S quand il n'est pas suivi. Eh bien, j'ai du plaisir à écrire. Alors, tenir un journal, c'est par exemple 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Noter les anecdotes ou les événements d'une journée et ensuite prendre le temps de la réécriture. Ça, je le fais 1 soirée par semaine avec un étudiant qui m'aide. D'accord. Mais sur l'écriture d'un livre, alors je prends l'exemple de Perdre la paix, Keynes, l'économiste, Paris 1919, la conférence de la paix. Ce livre, je l'ai écrit au fil du temps. C'était une commande que m'avait faite un éditeur français. Finalement, c'est un éditeur suisse qui l'a publié. Eh bien, je suis allé travailler
sur le fonds Keynes au King's College à Cambridge, en Angleterre. J'y suis allé 3 week-ends. J'avais donc toutes les ressources nécessaires. Et ensuite, sur la partie des archives françaises, de la conférence de la paix ou de la police ou de la description de Paris, c'est Pierre Lascoum, ce grand sociologue qui m'a accompagné et qui m'a aidé en m'aidant dans les vérités historiques et la richesse. Et c'est bien de s'entourer de personnes qui vous aident. Donc c'est vrai que là, j'ai été accompagné. En revanche, le premier livre que j'ai écrit, La défaillance des pudeurs, publié au Seuil en 2004, je l'avais écrit dans les années 90. Il est court puisqu'il ne fait que 106 pages, même plus, un petit peu plus. Voilà, 606 pages, 107 pages. Il se lit facilement, c'est un livre très personnel. Mais moi, je ne pourrais pas vivre sans écrire. Et je ne pourrais... J'ai commencé d'ailleurs un nouveau roman qui s'appelle La nostalgie de la boue. Oui. Et il va prendre du temps, parce que c'est sur... Expliquez-moi. La nostalgie de la boue, c'est sur tout ce qu'on a de secret, d'inavoué et souvent de scandaleux en soi. Oui. Alors voilà jusqu'où on va pour l'écrire. Qu'est-ce qu'on arrive à décrire de soi? Sa sexualité, sa sensualité, ses colères, ses mensonges, ses joies, ses doubles vies, toute cette partie de soi qui est souvent ineffable. Donc voilà. Est-ce que ça se raconte vraiment pour quelqu'un qui fait de la politique? Est-ce qu'il ne faut pas garder une part un jardin secret? Oui, le jardin secret, c'est d'écrire ce que l'on a envie d'écrire, qui vous libère. Je ne sais pas si on peut calculer vraiment les choses. Moi, je sais qu'en tout cas, on m'avait proposé un livre sur mes années Saint-Laurent-Berger, et j'avais signé, j'ai commencé à écrire, et je me suis rendu compte que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, pour l'instant. Pourquoi? Parce que ce serait trop descriptif, et moi, on ne peut pas compter sur moi pour raconter des choses personnelles et intimes qui mettent en cause les autres. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Le sordide, le vulgaire, l'intime qui mélange le travail, et ça ne m'intéresse pas, j'aime pas ça. Moi, vous savez, ça s'appelle La défaillance des pudeurs, mon premier livre. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On peut parler de l'intime, mais sans faire scandale ou sans faire... je veux dire 2 mots terribles, du buzz et des scoops. Est-ce que vous vous sentez seul en politique ou est-ce qu'il y a d'autres politiques qui sont comme vous, qui partagent cette même vision du livre et de la lecture? Et est-ce que, au fond... Ah, oui, il y a Christiane Taubira, voilà. le mémetteur de Christiane Taubira juste en face de moi. Et est-ce que cet amour des livres et de la lecture, ça peut transcender les clivages politiques? Est-ce que vous pouvez avoir une discussion passionnée sur les livres avec, je sais pas, quelqu'un très à droite? Écoutez, le livre est vraiment l'objet qui est le plus transversal. Je peux tout à fait... j'ai changé beaucoup avec Jean d'Ormesson. Oui. On s'aimait bien parce que j'avais fait quelque chose qui était éventuellement compliqué, c'était de débaptiser une bibliothèque pour l'appeler Oscar Wilde. Or, elle portait le nom, non pas d'Ormesson, mais le nom du château de sa famille. Donc, on avait vraiment lié, et puis on avait été en opposition sur les drapeaux en berne qui avaient été initiés au moment de la mort de Jean-Paul II. Donc, on avait débattu, et c'est là on est devenu plutôt... Bon camarade, je dirais. Donc avec Jean d'Ormesson, oui, j'ai changé beaucoup. Mais vous voyez, par exemple, quand je croise Bruno Retailleau, j'étais administrateur de l'abbaye de Fontevraud, il en est le président aujourd'hui. Oui, on parle de livres, on parle de littérature, on peut même parler de Jean Genet, qui a été en prison à l'abbaye de Fontevraud. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer les gens. Et s'il y a un domaine dans lequel on a beaucoup de surprises, c'est le goût de la littérature chez les femmes et les hommes politiques. Rosine Bachelot, qui est angevine comme moi et qui est une femme dite de droite. Oui, on parle beaucoup de
beaucoup de littérature. Attendez, on est tous les deux angevins. C'est Joachim du Bellay, c'est Ronsard, c'est Balzac, c'est la douceur angevine. On a tellement en commun. Mais oui, avec Najat Vallaud-Belkacem aussi. Je me souviens quand elle était adjointe à la culture de la ville de Lyon, on parlait de livres. Mais voilà, celle avec laquelle j'ai le plus envie de parler de livres, c'est évidemment Christiane Taubira. Hidalgo aussi, on parle de livres. Hein. Ouais. Elle m'en offre, Oui. et je lui en offre. On s'offre des livres. Qu'est-ce que vous lui avez offert récemment à Anne Hidalgo? Alors, Anne Hidalgo, je vais lui offrir, ce qu'il n'est pas encore, je ne lui ai pas encore donné, je voudrais lui offrir La Maison. Ah, d'Emma Becker. D'Emma Becker, que j'ai trouvé magnifique. Bah, c'était ma précédente invitée dans Magnifique. le podcast. Je l'ai Oui. rencontrée pour le prix Publicis. Oui, tout à fait. Le Ouais. prix Ouais. du roman Publicis. Et je l'ai trouvée passionnante. Et le livre, j'en ai fait d'ailleurs des extraits de lecture. Ouais. Le livre est remarquable. Ah bah, est-ce que ça veut dire que vous voulez suggérer à Anne Hidalgo de relancer le débat sur les maisons closes Alors, en je n'avais France et pas à pensé Paris? à ça, mais c'est un livre que je voudrais lui faire dédicacer pour lui offrir, Oui. bien évidemment. Et alors, je lui offre mes livres, hein, plus égoïstement. Mais elle aime bien m'offrir aussi des livres. Elle m'a offert le sien, d'ailleurs, hein, récemment. Mais parfois, ça peut être un roman qu'elle a découvert, qu'elle me recommande. Ça fait partie des bons échanges, ça, entre nous. Et je trouve que c'est bien, ça me paraît... ça devrait être très courant, presque obligatoire, non? Bah, je pense. Oui. C'est un des plus Oui. beaux cadeaux à faire, en tout cas, un livre. Bah, on peut offrir un anodin. bouquet de fleurs, Oui. parce que c'est éphémère et c'est beau. Oui. Et c'est un peu sentimental. Et le livre, c'est plus personnel, parce que vous l'avez aimé. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est le faire dédicacer quand je l'offre. J'aime bien faire dédicacer un livre. Et d'ailleurs, j'ai une partie de ma bibliothèque en Anjou qui est entièrement réservée aux livres dédicacés, de façon à ce que mes fils puissent... Ils auront d'ailleurs chez le notaire un codicille très précis qui indique que ces livres doivent être conservés D'accord. et qu'ils doivent en prendre soin. Voilà, ils auront cette obligation. Mais mes fils lisent beaucoup, ce sont des lecteurs. Ils ne sont pas entièrement mangés par les tablettes et les réseaux sociaux. L'aîné, non. Le plus jeune, oui, est totalement de son époque. Ah oui, oui, il veut que je m'achète une Tesla, il veut que j'ai les dernières applications, que je change d'iPhone. Oui, oui, d'ailleurs, c'est lui qui me réinitie souvent mon iPhone que je refuse de changer parce que je suis contre l'obsolescence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, est-ce que... quelle place elle va avoir, la culture et le livre en particulier, dans les mois qui viennent et dans une campagne électorale? Est-ce qu'on va en parler de la culture à Paris? J'ai beaucoup entendu les candidats déclarés parler des écoles ou de sujets un peu d'ordre général, mais je n'ai pas l'impression que la culture, ça va être un sujet. Peut-être que je me trompe. On a peut-être beaucoup dans la jeune génération des candidats, comme l'on dit, du Nouveau Monde, peut-être une génération qui est plus une génération de communicants, de télévision, de chaînes d'information en continu, d'observateurs de la chaîne Arte ou lecteurs de livres régulièrement. Ouais. C'est peut-être une génération qui est moins habituée aux livres. Et d'ailleurs, c'est toujours très intéressant d'aller dans le lieu où vivent les femmes et les hommes politiques et de constater souvent qu'il n'y a plus de bibliothèque ou très peu de livres. Mais je crois qu'il ne faut pas faire non plus de caricature. Il doit y avoir des exceptions. Hein. Aurélien Pradier, par exemple, Oui. qui est député du Lot des Républicains, est un garçon qui lit. Moi, on a échangé déjà un petit peu. Et il me semble, lui qui est jeune, il a 33 ans, il me semble être cultivé et amoureux des livres. Donc je pense qu'ici ou là, il y a sans doute beaucoup d'exceptions, et également chez les jeunes. Ça dépendra beaucoup aussi des parents qu'ils ont eus, et puis de leur goût personnel. Mais à Paris, on a une chance inouïe. Le grand nombre de bibliothèques, le grand nombre de médiathèques, le nombre de librairies, qui est considérable. Moi, j'étais très fier encore, quand j'étais maire du 4e, d'avoir permis de sauver 2 librairies dans le 4e, hein, puisque
C'était parti du Merle-Moqueur qui était dans le 19e pour faire le Guerre-Rossignol qui a été racheté donc par les propriétaires, rue Saint-Martin, en face de la Tour Saint-Jacques et du restaurant chez Benoît. J'aime bien relier les livres et la gastronomie. Ouais, la gastronomie. Et les lieux du patrimoine. Et c'est devenu donc le Guerre-Rossignol en rachetant Monalizet. Même chose, rue Pavée. Ainsi a été sauvé Monalizet qui disparaissait et qui allait disparaître au bénéfice d'une énième boutique d'accessoires ou de vêtements dont on n'a absolument pas besoin en bas de chez soi. On a besoin de livres, on a besoin de pain, on a besoin de réparer ses chaussures, on a besoin d'acheter des fleurs, on a besoin d'aller voir un film, éventuellement d'aller acheter des médicaments. Mais d'abord, la librairie avant la pharmacie. Ah ben c'est un vrai choix. C'est quelque chose que vous allez défendre là dans les mois qui viennent. Je ne vous fais pas de spoiler sur la future campagne électorale, mais vous allez y participer activement, je pense. Oui, d'abord, je vais peser sur le programme culturel comme le souhaite Anne Hidalgo, qui, je l'espère, sera candidate, mais ça y ressemble en tout cas, je l'espère, mais elle annoncera cela. On est au travail là, donc elle l'annoncera le moment qui lui paraîtra opportun. Bien sûr, je peserai, je viendrai avec un certain nombre d'idées. Je vais d'ailleurs, je vais vous le dire en exclusivité, demander à la Malraux que nous fassions un grand inventaire de la culture à Paris. D'accord. Car c'est votre question qui m'y fait penser, ou votre remarque tout à l'heure, sur les Parisiens, savent-ils vraiment tout ce qu'ils ont près de chez eux en termes de culture? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on est parfois blasé. Donc, il faut sortir de ce qui relève de l'habitude pour redécouvrir la richesse de ce que nous avons. Il faut quand même savoir que les collections permanentes des musées municipaux de Paris, nous avons 14 musées municipaux, les collections permanentes sont gratuites. Vous pouvez aller à la maison de Balzac et voir les collections permanentes. Vous n'avez pas de billet à acheter. Vous aurez un billet à payer pour l'exposition temporaire. Vous pouvez aller au Petit Palais, la maison de Victor Hugo. Nous avons la chance d'avoir les deux maisons de Victor Hugo. Tout à fait. Place des Vosges et également à Guernesey. Là aussi, de visiter ces lieux, c'est gratuit si vous ne faites que visiter le lieu. Et vous avez raison. D'ailleurs, c'est quelque chose, c'est même pas une question de gauche ou de droite, mais souvent, moi, quand je parle de livres avec les gens, ils me disent « Oh, mais les livres, ça coûte cher, la culture, ça coûte cher. » C'est pas vrai. Si la culture coûte cher, dites-leur d'essayer l'ignorance. Ça serait une belle conclusion pour cette interview. Christophe, juste pour terminer, on a parlé du livre de Mazarine Pinchot. Est-ce qu'il y a un livre qui vous fait très envie en ce moment et qui est sur votre liste pour les prochains jours, les prochaines semaines? Oui, j'aimerais lire, je vais l'acheter parce qu'il a été... Il y a deux livres, à vrai dire, importants. Un qui est nouveau, qui est de Lydia Jorge, portugaise, Estuaire, qui est traduit en français. Donc, je vais regarder à l'aéroport s'il y est, pour me le procurer. J'aimerais beaucoup le lire parce qu'il est sur la mélancolie et sur le Tage et cette beauté. Alors moi, je lis beaucoup. Je suis un grand lecteur de Pessoa, comme L'Intranquillité, par exemple, qui me correspond bien. Et puis, il y a enfin, moi qui suis japonisant, puisque j'ai fait les langues orientales et appris la langue japonaise, Confession d'un masque, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence, puisque c'est un livre qui m'a aidé à m'assumer et me révéler dans ma sexualité, était jusqu'à maintenant traduit du japonais en anglais et de l'anglais en français. D'accord. Donc la version française n'était pas traduite directement du japonais. Ça y est. Maintenant, il y a une traduction du français, traductrice française d'ailleurs, remarquable, du japonais au français. Voilà, donc c'est mes deux urgences, là, mes deux courses urgentes à faire. Ok, merci beaucoup Christophe pour ce petit moment autour de la lecture et des livres. Et puis, à bientôt. Merci, quelle belle idée d'émission, quelle belle idée de podcast. Vraiment. C'est bien de faire sur le bonheur. Et le bonheur de la lecture en particulier. Voilà. Et pourtant, le secret d'ennuyer, c'est de tout dire, hein, oui. disait Voltaire. Donc je ne sais pas si je n'ai pas trop dit là. On verra bien, vous réécouterez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Hein. J'en parlerai dans le podcast suivant. Voilà, merci beaucoup Christophe. Au revoir. Merci beaucoup, merci à vous.
C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux.